là, c'est un petit clin d'œil, hein, en fait. Hein, donc, je pense que, voilà, juste de dire que même les pompiers, ça a besoin d'être en centre-ville, parce qu'il y a eu des critiques sur cette. C'est un tout petit peu de pédagogie, parce que sinon, ça ne vient pas assez vite chez vous quand il y a un problème. Donc, n'envoyons pas les pompiers, je dirais, dans les zones tertiaires ou autres, parce que finalement. Et deuxièmement, les pompiers, ça doit s'entraîner tous les jours. Et donc, quand les pompiers, comme à Meudon, doivent faire 40 minutes pour trouver un gymnase libre le lundi matin en heure scolaire pour s'entraîner, c'est juste 40 minutes pendant lesquelles ils ne vont pas être là, plus le retour en cas d'alerte. Donc, quand on rentre un peu dans la problématique de pourquoi faut-il faire un gymnase en centre-ville pour des pompiers, eh bien, effectivement, vu de l'extérieur, le voisin il dit moi c'est pénible, ça me coupe un arbre. Quand on creuse, on se dit oui, il y a un intérêt public. C'est pas très bien compris en fait la question de la sécurité. C'est pas très bien compris parce que c'est extrêmement réglementé. Bon, madame, merci. C'est extrêmement réglementé, c'est extrêmement, je dirais, procédural. Il y a le code pénal, il y a le droit administratif, et finalement, on est tous un petit peu dans une situation de se dire, mais qui fait quoi, police municipale, police nationale, et tout ça, est-ce que ça marche bien? La réalité, c'est que, je vais le dire vraiment de façon très simple, hein, il y a une demande de plus en plus forte de la population de sécurité, et ceux qui sont en première ligne, comme toujours, ce sont souvent les élus locaux. Donc on a vu dans nos collectivités monter ce besoin, monter cette réponse, pas partout. C'est pas le cas à Sèvres, à Chaville, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. C'est le cas assez fortement à Meudon. Et donc, nous avons souhaité, premièrement, faire en sorte de coordonner et d'harmoniser et d'organiser cette espèce de pluralisme d'acteurs de la sécurité. Et cette fameuse loi de la sécurité globale, c'est pas du tout là-dessus que je parle là, c'est juste, ça vient d'après. Donc cette fameuse loi de sécurité globale, sur laquelle je me suis pris quelques caricatures dans les villes de Meudon parce que j'avais voté quelque chose de scandaleux sur les policiers qui se font prendre en photo, etc. Elle a un objectif, c'est très simple, c'est de dire qu'il faut renforcer finalement la police nationale, c'est effectivement pas loin de 200 000 personnes. La police municipale, c'est un tiers. La police privée, c'est plus de 100 000 personnes et ça augmente chaque année. Tous ces gens-là, il y a un continuum de sécurité, on ne peut pas les laisser sans avoir une idée de leur fonctionnement global. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de très simple, c'est de faire en sorte de donner un niveau de formation, de déontologie et de contrôle sur chacun de ces acteurs de sécurité plus fort, notamment municipal et privé. Et deuxièmement, ce qu'on a souhaité, c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure articulation entre police municipale et police nationale. Je vous donne un petit exemple. S'il y a quelque chose qui est autre chose qu'une infraction au code de la route classique qui est constatée par un policier municipal, vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis d'un conducteur, si par exemple c'est une conduite en état d'ivresse, on est sur un délit, il faut qu'il amène, il ne peut pas faire le constat, il faut qu'il amène un officier de police judiciaire avec lui. Et bien là, on a considérablement simplifié, c'est-à-dire que globalement, il y a une confiance, une circulation, une procédure qui fait que on perd beaucoup moins de temps. Et on a beaucoup plus de gens sur le terrain. On a beaucoup plus de capacité, avec les mêmes personnels, de faire mieux. La simplification d'un code de procédure pénale, c'est vraiment un chantier là aussi gigantesque. On n'en a traité qu'une petite partie, mais même cette petite partie, elle peut être considérée par les policiers municipaux comme déjà 15, 20, 25% de leur temps de travail. Donc c'est extrêmement important. Donc il faut aller plus loin. Au-delà de cela, notre situation de sécurité, elle a été constatée par... Voilà, par le terrorisme, et là on peut passer effectivement. D'accord. Donc on va d'abord avoir une petite vidéo là d'une dizaine de secondes. Après le travail très important qu'on a fait en commission sur les amendements de M. Maire et d'autres, sur ces financements, sur cette opposabilité et sur les propriétés de ces lieux de culte, nous pouvons désormais connaître et nous opposer. Voilà. Voilà. Ça, c'est sur la question. Voilà, donc ça c'est l'heure de gloire d'un député, quand on va marquer adopté, on se dit tout ça pour ça. Et en plus, comme c'est mon grand ami Gérald Darmanin, je suis encore plus content. Alors,
C'est un enjeu qui était toujours très important dans mon mandat. On peut passer aux photos d'après d'ailleurs. Qui a été de se dire, finalement, j'ai une expérience, moi, concernant les sociétés, notamment musulmanes, africaines, proche-orientales, assez importante de la part de mon métier. Je me rends compte absolument que la question du djihadisme n'est pas du tout une question française en particulier, c'est une question mondiale. J'ai toujours attaché du prix à faire en sorte de ne pas être dans les caricatures à la Zemmour ou même dans les simplifications sur les religions. En même temps, je vois que le combat pour la laïcité, pour la liberté de conscience est encore beaucoup plus fort dans ces pays, notamment, je dirais, orientaux ou africains, que chez nous. C'est encore beaucoup plus fort. Et donc, il m'a semblé important, surtout dans un contexte marqué par pas mal d'attentats, Saint-Nicolas de Rouvray, professeur Marty, etc., donc de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Alors, ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire globalement lutter contre la radicalisation. À la limite, on a plutôt bien traité la lutte antiterroriste, il faut le dire. On a fait tellement de lois, on a mis tellement de moyens, on a juste créé à peu près 5000 postes d'espions. La réalité, à travers les réseaux sociaux et les systèmes de perception, on a mis des milliards. Et la conséquence, c'est qu'il est devenu beaucoup plus difficile de poser des bombes, sauf quand on est, entre guillemets, un loup solitaire avec un couteau. Et sinon, le reste est plus compliqué. Donc ça a plutôt bien marché. Il ne faut pas baisser la garde. Maintenant, il faut aller plus loin sur la prévention, la lutte contre la radicalisation. Et ça se passe sur chacun de nos territoires. Et pour moi, un combat important, c'est de faire en sorte que chacune des religions soit finalement bien dans l'espace public et, si nécessaire, bien contrôlée dans l'espace public. On résume trop souvent aujourd'hui la question des religions à l'Église catholique d'un côté, dans laquelle je vais simplifier un peu, mais à part la pédophilie, tout va bien. Je ne suis pas très d'accord. Et puis, on a le rapport de M. Sauvé dans quelques jours, donc on va en entendre parler, je pense. Et puis, il y a l'islam où, globalement, c'est toujours un peu louche, voire c'est carrément dangereux. Moi, j'ai voulu faire un travail avec toutes les religions de la circonscription, et j'ai été très étonné de voir qu'il y en avait beaucoup, et pas mal de vivantes, et dans des communautés qui se considèrent un peu finalement comme dominées dans le débat public, comme non existantes, comme sans pouvoir porter leur voix. Et ce dont il s'agissait pour moi, c'était d'essayer de partager avec eux le fait que retoucher à la question de la liberté de culte dans le sens d'une plus grande transparence des financements, dans le sens d'une plus grande transparence, y compris de la façon dont est organisées les questions fiscales, les questions de cadre juridique, c'était nécessaire, même si ça leur semblait un peu intrusif. Donc j'ai fait ce travail, ça a été plutôt bien perçu, simplement parce que tout d'un coup, tiens, on va voir les orthodoxes, tiens, on va voir les protestants, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. Et ce que j'ai proposé, donc, pour aller vite, hein, c'est plusieurs choses, mais une en particulier au niveau national, c'est qu'on contrôle la question des ventes des lieux de culte. On a décidé, on a voté le principe qu'on pouvait fermer un lieu de culte à cause de prêches qui sont des prêches séditieux. Ce n'était pas possible il y a quelques années. Là, on a effectivement fait en sorte de pouvoir avoir un contrôle sur l'association qui gère le lieu de culte, la façon dont elle nomme son imam, sur la façon dont l'imam lui-même a été formé. On a mis fin aux imams consulaires, aux imams nommés par des États tiers. Ça me prendra 2-3 ans, mais on y a mis fin. Et tout ça, c'est quand même très sensible. Et une des conséquences possibles, c'était la crainte des communautés étrangères de voir leur lieu de culte qui a été payé par eux. Nous, on n'a pas payé Notre-Dame, on n'a pas payé les églises paroissiales ici. Quelque part, c'est l'État qui les a payés, ce n'est pas les paroissiens. Pour l'islam, c'est les paroissiens qui payent. Et donc, le fait de se dire, on récupère le lieu de culte, et parce qu'on dissout l'association, mais qu'est-ce que devient le lieu de culte? Et donc, pour moi, il y avait deux enjeux. Éviter la vente des lieux de culte à l'étranger qui commençait à se multiplier. Pourquoi? Parce que si je vends à l'État marocain, c'est souvent les Marocains ou les Turcs, eh ben je protège mon lieu de culte, quelque part, et je le mets en dehors d'une saisie possible, ce qui n'est pas le but. Et donc, éviter ces effets défensifs, parce que ça peut avoir comme conséquence, effectivement,
d'avoir des trusts qui rachètent des lieux de culte. Il y en a à peu près il y en a plusieurs dizaines qui sont effectivement dépendantes d'un trust contrôlé par la Turquie, dans l'Est de la France en particulier. Donc ça a été voté. Ça a été voté dans des conditions relativement simples. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce qui serait important aussi, ce serait de faire en sorte que les communautés musulmanes ici puissent être avec un rapport de confiance suffisamment fort avec les élus locaux et la préfecture pour que le culte se place dans des environnements à la fois dignes sur le plan humain, sur le plan de l'accueil, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est pas le cas notamment dans une des communes de la circonscription, et qu'il puisse être en même temps qu'il puisse avoir un rapport de confiance, mais pas instrumentalisé avec les pouvoirs publics. Je m'explique. Une communauté de jeunes un peu turbulents, mais qui est surveillée par des parents de 50-60 ans, qui sont relativement sérieux, qui connaissent bien, je dirais, les enjeux de sécurité et la radicalisation, et qui, quand il y a un problème, je dirais, saisissent effectivement la police, ils ont eu un problème, on les a pratiquement partout maintenant, dans la circonscription. En revanche, à l'opposé, quand ils ont des demandes pour avoir globalement un environnement de culte un peu plus décent, mais qu'on ne va les voir que quand il y a des gamins qui font du grabuge, voilà, ils se sentent vraiment totalement déconsidérés aux yeux de leurs propres enfants. Donc on a encore une génération de musulmans, entre guillemets, de la génération laïque ou de la première génération, pour qui cette question de la radicalisation des enfants est une terreur. Et si on ne s'occupe pas de leur donner les moyens, je dirais, de contrôler leur environnement, leur communauté, on va tout perdre dans quelques années. Voilà, c'est un combat un peu compliqué, un peu particulier, mais je voulais le partager avec vous. International, quelle heure il est? Je dis deux mots et puis après je passe à... Donc l'international, il est très lié en fait à la sécurité, pour une bonne part. C'est l'arc de crise. Hein. Donc le monsieur, voilà, ce que vous voyez là, c'est le monsieur que Macron a engueulé hier ou aujourd'hui. C'est le chef de l'État malien. Donc à l'époque, il ne nous avait pas encore fait cette sortie en disant qu'on les avait laissés tomber en plein vol. Et donc là, on était encore copains, vous voyez, donc on buvait un verre. Donc, bon, moi, voilà, mon engagement, c'est l'arc de crise, c'est là où ça chauffe, c'est de faire en sorte de... Stratégie très simple, hein, renforcer le pouvoir parlementaire local en leur filant des impôts du partenariat et y compris en leur donnant des moyens de contrôle sur nos opérations et sur nos financements. C'est ça mon but, de façon à améliorer la gouvernance locale. Voilà, il y a un deuxième élément, c'est Navalny. Voilà, on a une énorme menace avec les Russes, peut-être vous le savez. C'est plus une menace qu'une opportunité, il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi des opportunités, mais elles sont assez fragiles. Donc c'est un combat pour les libertés. J'ai été banni, vous le savez peut-être, de la République soviétique. La Russie, en fait, j'ai quand même réussi à y revenir en septembre, dans le cadre d'une espèce d'immunité liée à mon statut de parlementaire. Ils ne pouvaient pas faire autrement, sinon leur parlementaire aurait été banni en France. Et ça m'a permis de faire un rapport sur la mauvaise tenue de leurs élections qui sortira dans 2 mois. C'est ce qu'on appelle jouer au ping-pong, il est en rapport de force. Et troisièmement, là c'est une petite photo, j'en dirai 2 mots tout à l'heure si on a le temps, sur l'Antarctique et l'Arctique, et pourquoi c'est important. Là je suis dans un radeau de survie. Merci Jacques. Alors on va maintenant écouter 2 témoignages. D'abord le témoignage d'Evelyne de Mendoza, père adjointe aux affaires sociales, au handicap et la démocratie locale à Marne-la-Coquette. Bon, merci. Bonsoir à tous. Ça fait du bien de se mettre debout. Je vous donne 15 minutes de mon temps de parole. Si jamais vous voulez bouger un petit peu, là, n'hésitez pas, mettez-vous debout. Non, ça va? Voilà, donc, ravi d'être là ce soir. Jacques m'a demandé de témoigner un peu sur la question de la sécurité des valeurs de la République. Voilà, donc, quand je commençais à réfléchir à ce sujet, comment j'allais préparer ce petit témoignage, je me suis demandé si on n'a pas une tendance, nous tous, à penser ou à trouver que la garantie de la sécurité et la protection des valeurs de la République sont essentiellement une question qui concerne l'État, et notamment les forces de l'ordre.
Puis je me suis dit qu'après tout, c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Et c'est pourquoi ça me semblait intéressant d'échanger peut-être un peu ce soir sur ce qu'on peut faire, nous tous. D'abord, pour assurer plus la sécurité dans nos communes, nous-mêmes, pas uniquement nous-mêmes, mais en participant. Et deuxièmement, comment on incarne nous-mêmes aussi les valeurs de la République au quotidien. Je pense qu'on a bien vu lors de ce qu'a raconté ou ce que nous a montré Jacques, que lui, il incarne vraiment ces valeurs de par son action locale, nationale, internationale, par tout son travail en tant que député. Pour ma part, j'essaie de les incarner ou de contribuer tirer ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, en tant que réserviste dans la police nationale, où j'interviens bénévolement comme médiatrice dans ce commissariat. Il s'agit d'un travail de prévention de violences entre citoyens sur la base des mains courantes déposées au commissariat, où l'objectif est de rétablir la communication entre les parties et apaiser les tensions. Il s'agit beaucoup de conflits de voisinage. C'est quelque chose de très gratifiant, très intéressant. Et on travaille beaucoup avec les parties sur l'échange de qu'est-ce qui est le respect de l'autre, comment est-ce que sur le vivre ensemble, tout simplement. Et troisièmement, on travaille sur l'idée que vous connaissez tous, que la liberté des uns s'arrête là où commence celui des autres. Et c'est vraiment quelque chose qui, j'espère, à toute petite échelle, amène les gens à avoir les choses différemment. Donc voilà, l'idée c'était de ça, en fait, de savoir, de vous interroger vous-même, pas seulement se retourner vers le député ou le maire ou l'État en se disant qu'est-ce qu'on fait pour moi, mais de se dire mais comment est-ce que je contribue et comment est-ce que j'incarne moi-même. Voilà, donc j'aimerais retourner la question à vous après. Peut-être qu'il y a des témoignages et d'idées, comment vous faites au quotidien. Il y a quelque chose effectivement dont on n'a pas parlé ce soir, et c'est effectivement quelque chose que Macron a mis en place quand même, c'est un peu plus de participation citoyenne, démocratie locale. Donc voilà, on a parlé de valeurs de la République, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on essaie de mettre en place, je crois que dans toutes nos villes, en tout cas moi-même, je suis impliquée dans ce rôle. Et ma question sera toute simple, ce sera sur l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement un sujet qui fracture notre société. Et mon témoignage, simplement, ce sera que je suis moi-même immigrée, ou issue plutôt de parents immigrés. Il y a quelques années, effectivement, mon père, qui venait d'Iran pour des raisons politiques, est arrivé en France. Voilà, à 45 ans, il est reparti à zéro. Demain, effectivement, il y aura de plus en plus de réfugiés, pas forcément politiques, aussi effectivement à cause des changements climatiques. Donc voilà, moi je me pose la question, comment est-ce que le monde pourra effectivement apporter des solutions. Est-ce qu'on n'a pas l'intention aussi de davantage les aider sur place. Et voilà, on est en plein dans les questions environnementales, on est en plein dans les questions de valeurs à partager, et également dans la migration, qui est vraiment un défi. Voilà. Alors, d'abord peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire sur la question de l'incarnation des valeurs de la République dans notre action quotidienne. Moi, je pense que le premier élément, à tous les niveaux, c'est effectivement l'éducation. Quand on a mis l'éducation à 3 ans par l'État, par la scolarisation, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Parce que tout d'un coup, des classes d'âge entières tombent dans l'éducation. Évidemment, les collectivités, en termes d'accompagnement de ces enfants dans le périscolaire, c'est quelque chose qui est absolument central aussi. C'est difficile, mais je dirais, il faut prendre la question à la base. Je parlerai aussi de médiation. Je pense que tu en es un exemple par toi-même, et on en a aussi pas mal dans nos communes, c'est-à-dire
ces incivilités, si elles n'ont pas d'écoute, si elles n'ont pas d'interlocuteur, ou si la réponse n'est que d'une réponse de nature judiciaire, on va nulle part, quoi. Donc on a évidemment besoin de médiation, y compris médiation culturelle. Moi j'ai fait quelque chose aussi, donc je n'ai pas parlé, mais on est juste à côté de la MJC de la Vallée, pour ceux qui sont à Chaville et qui connaissent bien. J'ai organisé une réunion avec une quinzaine de MJC, dont celle de la Vallée avec M. Ardaillon, et Madame El Haïri, qui est la secrétaire d'État compétente à la jeunesse. Pour dire simplement les choses suivantes, c'est quand on parle effectivement d'action culturelle, de médiation, mais sans être dans une profession bien déterminée, ce qui est le cas des MJC, on rentre dans aucune des fonctions en fait classiques qui sont l'éducation, le sport et autres. On est ailleurs, on est transversal. Et quand on est transversal, on passe complètement à côté de tout ce que sont ces champs en fait des financements verticaux que sont ceux des ministères, que sont ceux du Fonds de solidarité. Les types, ils avaient droit à rien. Et donc, ça veut dire que tout ce travail de médiation, qui est déjà très fragilisé, l'éducateur de rue, il n'y en a pratiquement plus. Je ne vais pas caricaturer, mais on a plus de bacs, et on a au sens de brigade, et on a moins d'éducateurs de rue, alors qu'on sait très bien que la question de la médiation se pose. Voilà, donc il ne faut pas baisser la garde. On l'a baissé un peu trop. Il y a le Parti communiste qui l'a remplacé, puis après il y a les islamistes qui ont remplacé le Parti communiste. Voilà, donc je pense qu'on le paye un peu cash après, cette espèce d'absence de cadre de référence et de médiation. Migration. Non seulement c'est fondamental, mais il faut l'assumer comme tel. Je veux dire, il ne faut pas se cacher. D'abord, il ne faut pas laisser le monopole du sujet migratoire à Zemmour, parce que c'est une horreur. Non plus qu'il ne faut pas le laisser à ceux qui sont dans une logique plutôt très généreuse, hyper droit de l'homme, mais qui radicalise une partie des Français qui vivent une situation difficile. Moi, j'en ai fait un enjeu de mon mandat, très fort. Quand je suis sur le Sahel, je dirais, j'ai fait le marketing du Sahel, juste avant d'être député, j'étais ambassadeur, et mon boulot, c'était de financer le développement du Sahel pour éviter effectivement sa déstabilisation. La guerre était déjà là, et le principal argument de vente, c'était le sujet migratoire. On a fait payer Mme Merkel des milliards pour le sujet migratoire, et l'Europe aussi. Donc évidemment, le sujet migratoire intéresse tout le monde. Maintenant, au-delà de cela, je suis membre d'une commission d'enquête actuellement sur le sujet. On a organisé des discussions dans quelques jours sur la traite et la lutte contre la traite au niveau international. Voilà, il y a plein d'aspects. Il y en a un pour moi qui est quand même assez fondamental, c'est assumer nos choix politiques devant les Français en transparence. Et donc quand le président de la République a dit, en 2019, rappelez-vous, on va faire un débat annuel à l'Assemblée sur la migration, la droite a dit ça ne sert à rien, la gauche a dit c'est scandaleux. Moi je préfère que ce soit à l'Assemblée, pour trouver ce bon équilibre. Par exemple, c'est quoi un pays sûr? C'est quoi un pays dans lequel, effectivement, quels sont les pays dans lesquels le droit d'asile doit être un peu revu, parce qu'effectivement, c'est plus un drame. Ce sont des choix politiques de la mettre en transparence devant les citoyens. Donc, on l'a fait en 2018, on l'a fait en 2019, on ne l'a pas fait en 2020. Et comme c'est une année, fin de Covid et début électoral, peut-être qu'on ne va pas le faire en 2021. Ben, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je préfère que ce soit à l'Assemblée, avec des arguments, avec de la documentation, qu'on se dise oui ou non, on est à l'aise sur, je sais pas moi, le niveau de taux d'acceptation des réfugiés d'Afghanistan, est-ce que ça se passe bien ou pas. Et si on ne le fait pas en 2021, moi je voudrais bien qu'on le fasse en 2022. Dernier petit point. Juste pour vous dire à quel point c'est compliqué, vous avez peut-être vu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, le président de la République qui a pris une décision assez dure sur la diminution par 2 des visas pour les Maghrébins. Alors, pourquoi l'a-t-il prise et qu'est-ce que ça signifie derrière? Algérie, Tunisie, Maroc. Alors, en gros, c'est puisque vous n'acceptez pas de reprendre les gens en situation régulière, je vous renvoie. Non, je ne vous donne pas de visa. Je ne vous donne pas de visa. 30 à 40%. Ça peut paraître choquant. Pour moi, c'est en partie choquant parce que je pense qu'il y aura des conséquences assez fortes sur des flux d'étudiants, des papiers. En même temps, il y a des moments où
et je l'aime bien pour ça, Macron veut prendre des risques. Et quel risque il prend? On a un des meilleurs pays du monde qui s'appelle le Maroc, le plus grand ami de la France. Quand on dit que son directeur général de la police nationale fait des bêtises, et quand on interroge par un juge en France, c'est un scandale là-bas, on a 1 an de bouderie, et quand ils espionnent le gouvernement, c'est pas grave. C'est juste inacceptable. Voilà. Et donc, il y a des messages, là, en l'occurrence, là il y a un message très fort sur arrêtez de vous filer de nous. Voilà. Et donc, on va vous handicaper, on vous fait un électrochoc, on espère que vous allez réagir. On n'est pas là pour, je dirais, donner des leçons et être arrogant, on dit simplement qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Pareil sur l'Algérie, moins 30, moins 40%. Ça vise quoi? Ça vise des caricaturistes qui, dans la presse, par exemple, disent à chaque fois que la France, c'est l'horreur, et qui envoient toute leur famille étudier à Paris. C'est juste pas possible. Donc arrêtez de vous foutre de nos gueules. Et à un moment donné, il a ça de fort, le président, c'est qu'il a un degré d'indignation voilà, et de dire je n'accepte plus les règles du jeu, cette espèce de double langage, cette manipulation, vous vous foutez de moi, je me fous de vous. On va voir ce que ça donne. Ça se dit pas, enfin moi je le dis là, ça se dit pas comme ça dans l'opinion, c'est compliqué. Simplement, s'ils comprennent bien, ils reprennent les laissez-passer consulaires, et puis ils s'excusent simplement de nous avoir mis sous écoute. Voilà, donc il y a ce qu'on voit devant, et puis il y a ce qui se passe un peu derrière. Et le sujet migratoire, malgré ce que vient de faire le président, ne doit pas être quelque part mis en balance du sujet commercial ou du sujet de l'aide. Mais il peut être mis en balance, les visas, avec le sujet, effectivement, des reconduites et des laissez-passer consulaires. C'est normal. Donc, voilà, donc on est pour des actions fermes. On est, pour un débat au Parlement, chaque année, pour éviter le monopole du débat sur CNews. 2, on est pour le fait de dire on ne peut pas tout faire et il faut respecter le droit, et notamment la Convention de Genève et les réfugiés, ça, sans problème, mais on ne peut pas tout faire tout le temps. Et 3, on est aussi pour qu'il y ait de la réciprocité vis-à-vis des pays dans lesquels on accueille les gens. Alors, compte tenu de l'heure, on va peut-être essayer là de donner plus... S'il y a des questions pressantes sur le sujet, on va donner la parole à ceux qui souhaitent poser une question. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur? Et je suis désolée, on a un problème de micro. C'est pas une question sur l'international. Je vais poser une question sur un autre sujet. C'est sur les transports en commun. Et je me demandais à Jacques s'il est content, s'il est satisfait des projets de développement des transports en commun dans sa circonscription. Évidemment, je ne parle pas de l'Express, je vais en parler. D'accord. Parce que l'enjeu, on a parlé d'écologie, on a parlé de zones de faible émission, l'enjeu c'est quand même de réduire l'emprise de la voiture. Et est-ce qu'on est en train d'organiser ça? D'accord. Et monsieur, vous vouliez poser une question sur l'international? Non, vous avez... C'est pareil, c'est un autre sujet, ou la sécurité? Allez-y, monsieur. Vous avez parlé d'urgence écologique. Je demandais, face finalement au volontarisme qui est le vôtre sur ces sujets aujourd'hui, et votre bilan le traduit, et en même temps les choix que vous avez faits ici dans cette circonscription lors des précédences municipales, que vous alliez principalement à les maires de droite pour majorité sortante, n'ont pas vraiment brillé sur ces sujets sociaux et écologiques. Je me demandais comment vous comptiez gérer quelque part sur le même temps et ce qui peut apparaître pour certains une forme de contradiction politique entre l'échelon local et l'échelon national. Deux questions. Allez, Jacques, courage. Moi, en fait, je préfère la deuxième que celle de Denis. Je suis désolé, Denis. Je n'ai pas une claire vision. Je sais ce qui se passe à peu près sur les projets sur chacune des lignes, ligne SNCF et ligne RATP. Enfin, SNCF et SNCF, il n'y a pas RATP pour dire.
Mais j'ai pas de vision globale. Aujourd'hui, je le dis franchement, en tout cas, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus fine, elle n'est pas plus intéressante que celle que peuvent avoir des élus locaux. Ce que j'essaye de faire en réalité, c'est d'avoir une compréhension à mon niveau, en fait, hein, de ce que sont globalement les plans d'investissement, les plans de rénovation et la gestion des crises qui se passent sur les deux lignes principales, les trois lignes principales. Voilà ce que je fais, mais je ne suis pas dans l'anticipation, je ne suis pas élu local de ce que peuvent être effectivement les négociations sur les transports en commun aussi propres, les pistes cyclables, etc. Ça, je peux pas. Vraiment, j'aimerais beaucoup, mais je ne suis pas élu local. Ce que je peux dire simplement, c'est que la SNCF, je peux le vérifier, d'ailleurs, il y a des gens qui dans la salle sont compétents pour le dire, voilà, prend à bras-le-corps la question quand même des rénovations des transports en commun dans nos secteurs. Voilà, donc j'ai donné des chiffres, ils sont très importants. La deuxième question. Et donc, je reprends la deuxième question. Franchement, moi je viens de la gauche. Voilà. Une gauche qui ne se définit pas par sa gauche, mais qui se définit simplement par le fait qu'il faut bouger ses fesses pour que ça aille mieux. C'est un peu ça pour moi. Il y a des gens à droite comme ça, hein, mais bon, je viens de la gauche. Je n'ai pas trouvé mon compte dans la gauche de gouvernement telle qu'elle existait auparavant. Elle existait, mais elle était, à mon avis, inerte, incapable de bouger la France et un peu moribonde intellectuellement. Et elle est plutôt morte de ses cendres en 2017. Elle n'est pas renée. Elle n'est pas renée de ses cendres. Deuxièmement, je ne suis pas un écologiste historique. Moi, je suis plutôt quelqu'un du social. L'écologie, je ne suis pas tombé dedans tout petit, c'est venu au fur et à mesure, notamment auprès de Dominique Voynet, quand j'ai vu ce qui était de près, non pas les Verts, c'est compliqué les Verts, mais gérer le ministère de l'Environnement. C'est un vrai défi parce qu'on a l'État contre soi. Il faut bien voir, quand on a le ministère de l'Environnement, on a l'État contre soi. On a dans les mains la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité des sols, les forêts, etc. Et c'est comme du sable que tout le monde essaie de vous ouvrir les doigts. On va prendre un petit peu pour son ministère. C'est horrible. Voilà, et donc il faut des gens de combat, et ça crée des biais psychologiques chez les écologistes, notamment, je dirais, politiques, un peu paranoïaques, un peu, parce qu'il y a ce sentiment de le monde est contre moi. Je comprends parfaitement. Maintenant, j'ai le sens du compromis, et je trouve que quand je me retourne, le compromis national, il est à la mesure de ce qu'on peut faire, avec un bon niveau de volontarisme, mais avec des Français qui sont pleins de contradictions. Et je vois, et je le dis franchement, je suis plutôt très positivement surpris par l'évolution pro-écologie des municipalités de la circonscription. Et je vois qu'il y a une maturation qui s'est faite dans l'espace d'une dizaine d'années qui est absolument remarquable. Et je pense qu'il y a plus de degrés de liberté, il y a plus de marge de manœuvre, et que si jamais eux ne s'y mettent pas dans ces municipalités, il ne se passera rien sur le terrain. On a dit tout à l'heure sur l'isolation des bâtiments, ça a été dit, hein, sur l'ensemble des bâtiments qui devaient être isolés à Sèvres, 17. Le taux de consommation des financements de la Caisse des dépôts pour l'isolation des bâtiments publics, c'était 10% dans la programmation d'il y a 2 ans. Ce n'était pas un impératif absolu. Donc maintenant, on met des lois plus contraignantes, et maintenant, on a quand même une génération d'élus qui ont commencé à bouger. Alors c'est vrai que de ce point de vue, En Marche a fait le choix d'un pragmatisme absolu et de se dire, moi je préfère être dans l'action, dans le cadre de majorité de compromis, en portant des valeurs, en portant des propositions. Et ce n'est pas une contradiction, c'est un compromis. Et ce que je vois aussi, c'est que les maires, franchement, on est chez M. Guillet, là, beaucoup de gens le connaissent. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a 5 ans, un accord entre M. Guillet et les marcheurs peut-être, mais entre M. Guillet et les Verts, même si ça a créé quelques problèmes, c'était inenvisageable. Moi, je trouve que ça veut dire quelque chose de la politique française aujourd'hui. C'est que finalement, nos schémas, nos racines politiques sur « je suis fondamentalement constitué par mon héritage sociologique, paternel, maternel, etc. », c'est vrai, psychologiquement, affectivement, mais du point de vue de l'efficacité politique, c'est complètement dissolu par rapport à la nature des défis qu'on a à relever et par rapport au fait qu'il faut agir maintenant, sans attendre une alternance de vrais écolos dans
10, 20, 30, 40 ans. Donc c'est du compromis, c'est critiqué et c'est normal. Merci.